Oui, bonjour tout le monde. On va commencer la première table ronde de cette conférence. Vous avez constaté que je ne suis pas Philippe Martin. On a tous un pensée très fort pour Philippe qui ne peut pas être parmi nous ce matin. Donc cette première table ronde, c'est la plus générale de toutes les tables rondes qu'on aura aujourd'hui. Et on se pose une question qu'à la fois c'est très simple et c'est complexe. Quels doivent être les objectifs de ces nouveaux marchés uniques 4.0 ? Si on avait posé la question de quels sont les objectifs de marché unique il y a 30 ans, je crois que la réponse aurait été le marché unique, c'est l'objectif en fait, le parachèvement, la complétion du marché unique. Aujourd'hui, c'est un peu plus complexe parce qu'on utilise aussi, on a cette vision d'adapter le marché unique à de nouveaux défis. On a entendu la ministre et le commissaire parler de différents nouveaux défis, que ce soit la décarbonation, l'élargissement, même les valeurs, ou l'autonomie stratégique. Donc la question c'est quelles doivent être ces priorités, comment le classifier, est-ce que sont tous compatibles ou pas, comment penser les choses qu'on doit faire sur les marchés uniques dans les prochaines 5, 10, 15 années. Je ne vais pas m'attarder parce qu'on est un peu en retard, on va essayer de faire comme les avions, de mettre la vitesse supérieure. Et donc, je vais d'abord donner la parole à M. Michel Barnier, qui vous connaissez tous très bien. Vous avez une longue carrière politique, vous avez été ministre en France avec différents portefeuilles et 2 fois commissaire européen, d'abord en politique de la cohésion et ensuite commissaire européen au marché unique et aux services financiers. Mais surtout, je pense que vous êtes très connu par tous les continents pour avoir été le Mr. Brexit et avoir négocié avec nos amis britanniques la sortie du Royaume-Uni. Ensuite, je vais passer la parole à M. Asmussen. M. Asmussen, c'est le directeur général de l'association d'assureurs allemands. Mais vous avez aussi occupé de postes de responsabilité politique dans le passé. Vous avez été secrétaire d'État au ministère des Finances et au ministère du Travail allemand et membre du conseil exécutif de la Banque centrale européenne. Et enfin, on donnera la parole à Mme Cavazzini. Mme Cavazzini, vous êtes députée européenne et la présidente de la commission ITRE, la commission IMCO, excusez-moi, et la commission marché unique et protection des consommateurs. Et donc, à ce titre, vous avez présidé tout le débat les plus importants ces dernières années sur le marché unique au Parlement européen. Je crois que vous devez être la personne à Bruxelles, une des personnes plus bien à jour de tous les enjeux et les priorités du marché unique aujourd'hui. Donc, sans m'attarder plus, je donne la parole à M. Barnier. Merci beaucoup. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Merci Enrico de ton invitation et à toute l'équipe de l'Institut Delors de t'accompagner. Vous me permettrez juste de dire un message, un témoignage de respect et de fidélité à Jacques Delors, hein, et qui peut-être nous écoute en ce moment. Voilà. Et puis aussi de dire sans nostalgie, parce que ce qui est important dans ce débat, c'est que ça soit utile à Enrico Letta. Hein. Si nous passons notre temps les uns ou les autres avec de la nostalgie ou plus ou moins à dire que tout ce qu'on a fait à Bruxelles à telle ou telle période était formidable, je pense qu'on s'écarte du challenge qui est de réconcilier l'Europe avec les citoyens. Hein. Néanmoins, je suis très heureux d'apporter ce témoignage de solidarité dans la longue chaîne des responsables du marché unique, depuis juste avant moi Mario Monti, qui a d'ailleurs été chargé en 1999 d'un rapport sur la fatigue du marché unique. Hein. Après quoi j'avais tenu compte de son rapport pour présenter le premier Single Market Act, et il a été poursuivi intelligemment, comme l'a dit Didier, par beaucoup de commissaires et jusqu'à compris Thierry Breton, qui fait un formidable travail très tenace actuellement sur beaucoup de sujets avec le Parlement à Bruxelles. Que je parle de Mario Monti, j'ai le souvenir, mesdames et messieurs, d'une conversation que j'ai eue avec lui en 2012 en lui disant si je devais faire un deuxième mandat, quelle est ta recommandation de portefeuille que je pourrais solliciter, hein. Et Mario Monti m'avait fait cette réponse qui m'a beaucoup marqué. Il m'a dit « Je t'ai observé depuis 4 ans, nous étions collègues
dans la commission de Romano Prodi. Il y a beaucoup d'Italiens hein, quand même dans tout ça. Ce qui est un compliment. Hein. Et il m'avait répondu, je t'ai observé, et Michel, je pense que tu ferais un très bon commissaire au marché intérieur, bien que tu sois français. Voilà. Alors j'espère que j'étais à la hauteur dans une période difficile où il fallait s'occuper du marché intérieur, le poursuivre et en même temps réguler ou reconstruire la régulation européenne que 30 ans d'ultralibéralisme à Bruxelles avaient méthodiquement détricoté. Je suis libéral, hein, n'en doutez pas, mais l'ultralibéralisme pratiqué à Bruxelles, encore un peu maintenant, soutenu par des gouvernements de droite et de gauche un peu partout, a désarmé l'Union européenne au moment de la crise financière. Nous avons été confrontés avec des millions de pertes d'emplois à ce désarmement réglementaire qu'il a fallu reconstruire avec 41 lois de régulation en 5 ans, de 2010 à 2014, avec le soutien du Parlement et l'unanimité du Conseil. Je voudrais juste confirmer un mot que Laurence Boone a dit tout à l'heure à propos des crises. Observez que ce marché unique, qui est ancien, comme l'avait imaginé Jacques Delors, mais aussi en devenir, a bien résisté à toutes les crises qui ont percuté l'Europe. La plupart de ces crises, d'ailleurs, chers amis, viennent de l'extérieur de l'Europe. Et elles nous ont pris parfois au dépourvu. Nous étions le dos au mur, en défensive, et néanmoins nous avons bien réagi. Crise financière il y a 15 ans, crise migratoire il y a 10 ans, peut-être celle que nous avons le moins bien abordée, le Brexit, qui est la seule de ces crises qui venait de l'intérieur et encore soutenue par certains réseaux russes ou américains, le Covid, la guerre, sans compter le climat. J'observe que nous avons résisté. Et l'Union européenne a plutôt bien tiré certaines leçons, ce qui est un encouragement. Et voilà pourquoi je pense, Enrico l'a rappelé tout à l'heure, que ce marché unique, c'est notre principal atout aujourd'hui. C'est la seule raison, je le redis, pourquoi le président américain ou le président chinois nous respecte. Ce n'est pas encore notre politique étrangère, ce n'est pas encore notre politique de défense, Nicole, c'est le marché unique. En ce qu'il est, bien davantage qu'une zone de libre-échange, comme l'ont cru ou le croient encore les Anglais, en ce qu'il est un écosystème complet. Notre espace de vie économique et social commun pour 460 millions de citoyens, 23 millions d'entreprises, avec des normes communes, des standards communs, parfois trop, des régulations communes, des supervisions communes et au-dessus de tout, une juridiction commune. C'est ça qui fait notre force et que nous devons préserver. Mais encore une fois, sans nostalgie, en s'imaginant les progrès. Alors, je voudrais juste télégraphiquement citer quelques progrès qui sont, de mon point de vue, nécessaires dans la foulée ou dans la ligne de ce qui a été engagé depuis quelques années, parce que j'observe que l'Europe réagit bien, tire des leçons et en même temps change ce qui doit être changé. Mesdames et messieurs, vous avez bien voulu, Madame la Présidente, rappeler que j'ai consacré, sur la suggestion de Jean-Claude Juncker et avec la confiance du Conseil européen, 5 ans ou 4 ans et demi de ma vie à négocier ce qui est un divorce. L'autre jour, il y a des avocats qui disaient que j'étais devenu le best divorce lawyer. Je ne sais pas si c'est un compliment. Il ne faut pas se féliciter d'avoir organisé un divorce qui reste un lose-lose game. Néanmoins, j'ai pu, peut-être mieux que d'autres, comprendre pourquoi le Brexit a eu lieu. Pourquoi 52% des citoyens britanniques ont voté contre l'Europe. Et je recommande, mesdames et messieurs, de bien faire attention à ça, de ne pas sous-estimer, depuis Bruxelles ou depuis Paris, où nous sommes, le sentiment populaire, actuellement, qui va s'exprimer, je le crains, dans les élections européennes. L'explication du Brexit, il est lié
à la colère sociale, au sentiment populaire dans beaucoup de régions britanniques, et le même sentiment existe dans beaucoup de régions du continent, que l'Union européenne, le marché unique, Bruxelles, n'a pas protégé les citoyens contre les mauvaises conséquences ou les risques de la globalisation ou de la mondialisation. Et ainsi, la disparition des usines, la disparition de la production agricole, une immigration non contrôlée, des normes excessives, tout ça a provoqué un sentiment populaire qu'il ne faut pas confondre avec le populisme. Et nous devons, c'est ce qui se passe à Bruxelles, et je le dis devant Didier Reynders, et je pourrais le redire devant Thierry Breton, je suis heureux que les premières réactions, les premiers changements soient intervenus depuis le Brexit pour démontrer qu'on est en train de comprendre, mais ce n'est pas encore suffisant. Voilà. Moins de naïveté dans nos échanges commerciaux. Enfin, une politique industrielle qui a cessé d'être un gros mot, en effet, Didier, à Bruxelles. Lorsque j'étais commissaire au marché intérieur, j'avais fait une lettre à M. Barroso, qui était, lui, pour le coup, un ultralibéral. Et je l'avais fait co-signer avec le commissaire à l'industrie italien, qui est aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères italien. Nous avions, avec lui, nous avions fait une lettre à Barroso pour demander qu'on crée simplement un observatoire des investissements étrangers en Europe. Qui achète quoi chez nous ? À Chypre, à Vienne. Et avec Antonio Tajani, nous avons fait cette lettre sincèrement. Et on s'est pris la porte dans la figure, pour ne pas dire autre chose, de la part de Barroso, qui nous a dit c'est du protectionnisme à l'italienne ou à la française. Tu parles. Nous étions naïfs, et nous le sommes encore dans beaucoup de domaines, de ne pas savoir qui achète quoi chez nous. Personne ne se gêne aux États-Unis pour contrôler, voire interdire, quand il le faut, de leur point de vue, les investissements. Donc je recommande qu'on aille le plus loin possible dans ce domaine. Et je voudrais juste télégraphiquement citer quelques exemples. Enrico, tu as parlé du financement de la transition énergétique ou écologique. Je reste persuadé, même si ça peut être une utopie, qu'il faut que l'Union européenne demande une taxe sur les transactions financières dans le monde. C'est une taxe qui est techniquement possible ou facile, qui est moralement juste et économiquement supportable, et qui serait de nature à apporter à l'ensemble international, on voit à Doha, les financements dont on a besoin, y compris chez nous. C'est un premier point. Je recommande en matière de services financiers qu'on ne soit pas naïf, qu'on n'ait pas la mémoire courte. Des crises globales ou systémiques sont toujours possibles. Je recommande donc qu'on ne baisse pas la garde en matière de régulation financière. Ma troisième recommandation est que l'on fasse attention aux conditions de l'élargissement et de l'affaiblissement qui pourrait advenir avec cet élargissement s'il est trop rapide ou mal préparé du marché unique. C'est mon troisième recommandation. Ma quatrième recommandation est de faire attention à tous les risques de détricotage du marché unique. Et bien sûr, je pense aux Anglais qui sont toujours là, à côté, qui ont tout fait pendant 4 ans et demi pour obtenir le beurre et l'argent du beurre. En Allemagne, on dit qu'ils voulaient danser dans 2 mariages à la fois. No way, no way. Je recommande à la Commission européenne actuelle et future, et je serai là pour le rappeler s'il le faut à la place qui est la mienne, modestement comme citoyen comptable du Brexit, et qu'on ne fasse aucune flexibilité excessive, ni sur les règles d'origine, ni sur les services financiers. Ne pas ouvrir la porte pour éviter le détricotage avec d'autres pays. Voilà. Je voudrais juste, il y a plein de choses à dire et je pourrais parler du Brexit et de notre unité à propos des citoyens. Il y a des choses que les citoyens ne comprennent pas, qui sont... est-ce que tous les textes européens ont une valeur ajoutée ? Et ma recommandation serait que la Commission européenne, la nouvelle Commission européenne, s'engage dans ce qu'on pourrait appeler une European Added Value Review, c'est-à-dire une révision systématique pour vérifier si les textes européens, notamment dans le marché unique, ont toujours la même valeur ajoutée. Si c'est oui, on maintient.
Si c'est non, on revient en arrière. Et puis il y a de nouveaux domaines auxquels vous travaillez, l'intelligence artificielle et d'autres, où il faut une valeur ajoutée avec des textes européens. Je recommanderais aussi que on regarde, ça c'est la Commission qui devrait faire ça, en quoi les mêmes directives européennes, ou les règlements, mais surtout les directives, sont appliquées de manière différenciée entre les pays, au point de créer des distorsions de concurrence que les gens ne supportent plus. Pas seulement dans le domaine industriel ou agricole, il y a trop de domaines où on a des différenciations d'application nationale. Donc je pense que c'est le rôle de la Commission de vérifier et de dire en quoi tel et tel pays est allé plus loin ou moins loin que d'autres, alors qu'il devrait appliquer les mêmes règles. Voilà, je m'arrête là en ayant été trop long. Je voudrais confirmer la recommandation de Jacques Delors. Il faut regarder le marché unique et l'Europe en partant du monde. Il faut bien regarder aussi, quand on s'occupe du marché unique, le monde tel qu'il est, tel qu'il vient. Et le monde tel qu'il est, tel qu'il vient, est un monde dangereux, instable, injuste, fragile. Et dans ce monde-là, peut-être on nous espère encore, mais plus personne ne nous attend. Plus personne. Ça veut dire qu'il faut faire pour l'Europe ce que nous devons faire, parce que personne ne viendra le faire à notre place, et préserver, j'ai essayé de le dire avec un peu de véhémence, ce qui est notre principal atout, c'est-à-dire le marché unique européen. Merci de votre attention. La parole est à vous, Madame Cavazzini. Donc, on a parlé de règlement, de meilleure régulation, de rendre les marchés plus visibles aux citoyens. Donc, quelle est la vision du Parlement européen sur tous ces sujets? Merci pour m'avoir invité chez Enrico Letta, chez Jacques Delors Institut. Je vais aussi parler en allemand, en anglais. En allemand. En anglais. J'aime la langue française, mais la thème est trop complexe pour moi. Je peux acheter du poisson, mais peut-être je ne peux pas m'exprimer en français sur le marché intérieur. Donc, en anglais. I'm very happy to have this conversation, and I really have so much expectations, like the whole Parliament does in Enrico Letta's report, because I think, as we all shared here in the room, the single market is a huge achievement, and it is definitely something to fall in love with, but it also needs an update. And I think, with Enrico Letta's report, we really have the unique opportunity to set the agenda for the next commission, to have such an inclusive process, to really collect ideas from all over Europe, and then, have basically a new impetus for the next 30 years. I'm also very happy that I can share some of my thoughts that, of course, are not only my personal thoughts, but I try to represent a little bit what we have been discussing in the European Parliament. I'm also very happy that Enrico Letta came so many times already to my committee, but also to the whole Parliament, actually, to take our vision on board as the only democratically elected body in the European Union. I also have 5 thoughts. Perhaps this is a German thing, I don't know, but so it's a business, okay. So I think a lot of the notions that you and also you, Mr. Barnier, mentioned already, this feeling that probably sometimes citizens had the feeling globalization went too far, or, that this whole market liberalization went too far. I also could observe this in the last years also, as a politician being very much in Eastern Germany where we have the biggest problems. But I also have the feeling, we developed already, we went already some steps forward from pure market integration to market embeddedness. In the last years, we created a much more social single market with, for example, the minimum wage directive. We created a much more greener single market with the whole Green Deal. We advanced so much, and now our commissioner has left on consumer protection. And if I talk to people in my constituency, they see that. They see that Europe is not only, or the interior market, the single market is not only anymore about, creating one market and getting rid of barriers so that companies can do their business, which is, of course, very important, don't get me wrong.
but you need the acceptance by the citizens. And I have the feeling, with a lot of the rules we created in the past years on digital, on social, on green, also the acceptance by the people is increasing, is there. They want, especially in times of crisis, that we solve their problem, that the European Union is ready or is able to solve their problems. And I think with this more, I call it market embeddedness, we went in the right direction. And I think we should not stop here. For example, when I listen to some of the, for example, presidents in the country we are at the moment to say, okay, now we need to stop the Green Deal, we need a regulatory pause. I think this is exactly the wrong direction. Climate change is not stopping. We are far, not there, by far not there to solve all the problems, to get, to really, really make the European Union green and to get the climate transformation going. So we shall not stop here, also for the sake of businesses. I'm meeting so many, companies who tell me now they're really embarking on the green transition, and they are sometimes confused that now, from the political level, we give all of a sudden other signs that it's now too much. So I think, in the sake of planning security for companies, but also in the sake of really fighting climate change, we should not stop now, but really use the internal market rules to get the green transition going. One other example, the famous Artificial Intelligence Act that was already mentioned a lot today is a little bit the same. We had so many actors, stakeholders saying, okay, if we now regulate AI, all the companies will go to the US. I think a lot of them are anyhow already for now in the US, and not regulatory framework is the problem, but other problems exist, whatever, years of research and innovation in the US, whatever. And on the other hand, we had all these citizens saying, okay, if you don't regulate AI, our world will be doomed because we will end up in mass surveillance on the streets or whatsoever. So as the European Union, we have the task to set the political framework right in order to really grasp the challenges ahead, like climate change, digital transformation, but also the social. And we have embarked on this road in the last 5 years, and we should not stop. This is my first point. Second point that is a little bit related, and it was mentioned, we have a lot of crises. I think the single market is very resistant to this crisis. Nevertheless, we should use these times of crisis to think, how can we better prepared? How can we make our single market more resilient? And I had the feeling it was a lot of improvisation in the last years, which of course is also very important. No one could have foreseen the corona pandemic. Nevertheless, I think we can do better. And here I probably also want to plea a little bit to the member states. Last week we had another trilogue next to the AI trilogue where I also participated. So I'm spending all my life in trilogues right now on the single market emergency instrument. And basically the member states don't want anything. The Commission proposed an instrument that would enable us in the future, similarly to the US, to say if there's a crisis, to really switch into this kind of crisis economy mode, to be sure that we really use our single market to fight the crisis, to fight the supply chain problems, and so on and so on. But the member states really kind of are blocking this instrument because they don't want more power for the EU, more power for the Commission in times of crisis. And this I find quite shameful, and I really urge the member states to make our single market more resilient and to get along with this instrument. Third one is, oh God, I'm losing my pen, is the geopolitical. It was also mentioned today. I think we were also very successful in the last years to make our internal market rules in such a way that we can use them more as a geopolitical instrument. And geopolitical, I really don't mean like 50 years ago, access to oil. Geopolitical, I mean also fighting for our values, fighting for the green transition, fighting for human rights and democracy. And I think, next to the famous Brussels effect, where we say, okay, we have data protection rules, or we have now artificial intelligence rules,
probably other countries will also follow suit. No, we even went a step further because we started to regulate supply chains. For example, with the supply chain law against imported deforestation, or with the supply chain due diligence law that we're just negotiating, or with the product prohibition on forced labor. So with our internal market rules, we are now, via supply chain regulation, basically also increase our geopolitical impact. And I think this is also a very important step ahead that we should follow through. Fourthly, very quickly, and Enrico Letta and me discussed this a lot, and you also mentioned it. I think in the past 30 years, we, as I said, created this market, also deregulated a lot, but I think now the new impetus is also that the EU needs a proper industry policy. And I think we need to check where the goals of our industry policy or industry policy's objectives basically are not in competition, but are going counter with the single market rules. And having the situation where bigger member states or one big member states are basically at the moment able to finance a lot of their industrial transformation, which I think is important because we need to finance also industrial transformation. But other states, member states basically not, leading to a fragmentation of the single market. We need to think, how do we get out of the dilemma? And for me, this is even a more European, a more integrated approach. Last point very quickly, and then I stop. It is all about enforcement indeed. And if I see at the moment what are the problems in the internal market, what companies tell me, it is not often the EU, it is often basically different implementation in different member states, no enforcement. So I think this trend that we are at the moment going to a more European enforcement approach, like for example in the Digital Services Act, where we say, probably we don't leave it only to the member states, but we also really look at an European-wide enforcement approach, or this trend where we go more from directives to regulations, where we also have a more, harmonized enforcement is also a good trend, and here we need also more reflection. And I think also, the whole customs reform we are now discussing. It's a very technical topic, but very important. The Commission has proposed to really completely change the way how we implement basically how our customs work. To get to a really proper customs reform will be very, very important for enforcement, so that not, products coming from China or from other areas of the world can just basically go in competition, in unfair competition with our products that have to comply with really high rules in the European Union. Merci beaucoup, Madame Cavazzini. Je ne sais pas si on a le temps pour quelques questions, parce qu'on est vraiment hors question. Je regarde notre directrice qui nous dit une question de... Voilà, donc je vois une main levée là. Peut-être on donne la parole à ces messieurs. Bonjour. Hi, I'll ask the question in English for you, York, so you can follow in live. Theo Borgerigonce, I'm a journalist for Euractiv. I wanted to go back to what Anna, you were saying. You talked about developing a proper EU industry, and if I want to test your memory slightly, you remember in the Green Deal Industry Act back in the early 2023, we spoke, on top of loosening state aid, of an actual EU sovereignty fund. And this has turned into essentially une montagne qui accouche d'une souris with this step thing. And I wonder whether, in thinking about the future of the single market and in thinking about this, how this relates to an EU industrial policy, can you explain, A, why there was perhaps a lack of willingness in going far enough to make this cohesive EU policy that Anna, you talked about, and what we can do to create something that is much bigger and much more ambitious than just a sheer loosening of state aid? Thank you. Merci beaucoup. Juste une réponse courte, si possible. Donc la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec cette fonds de souveraineté européenne qui est devenu STEP, donc une version beaucoup plus petite, et si on peut imaginer dans l'avenir quelle a été la raison pour laquelle on n'a pas eu cette fonds de souveraineté très ambitieux.
Thank you so much for the question. Yeah, very quickly, I think you alluded exactly to the problem. I think, only with loosening state aid, we are creating other problems. So only loosening state aid cannot be the answer to basically a proper EU industrial policy. And as I said, it is, of course, necessary to finance the transition. If you have companies that produce steel, like, from Germany, ThyssenKrupp, and they need to produce green steel, it's so expensive to finance this transition. Of course, we have to have an instrument for that, but only losing state aid will really create new problems. We in the European Parliament are very frustrated with this infamous STEP proposal, but I think, like it always goes, having more EU budget is a no-go for a lot of member states, and I'm a little bit frustrated that we don't have this capacity to also there copy the US a little bit, because as you know, the Inflation Reduction Act is also financed. It is refinanced. It's not just stepped, but it's really also, President Biden managed to close a lot of tax loopholes for companies, and with that financing basically the Inflation Reduction Act. And this would be something we need to repeat at EU level, but of course, because of all the different interests in the different member states, I think it's quite complicated. Oui, cette question est, si je peux dire un mot à mon tour, absolument fondamentale. Dans la compétition mondiale où nous sommes, et on voit notamment avec l'autre grand marché, qui est le marché américain, que de leur côté, ils subventionnent, ils investissent, pendant que nous sommes toujours dans la réglementation. Je pense qu'il faut adapter ou revisiter les règles de concurrence à la lumière de cet objectif de politique industrielle. 2, je pense qu'il faut, comme l'a dit Didier Reynders, développer encore la politique commune de recherche. Chers amis, si on mutualisait pour la recherche européenne entre les politiques nationales, au niveau où on a mutualisé pour l'agriculture, on atteindrait 2% du PIB, et ça serait gigantesque. Donc, sans aller jusque-là, c'est un rêve inatteignable pour l'instant. Je pense qu'il faut continuer à investir dans la recherche, parce que la recherche, elle commande les emplois de demain. Bon, je regrette moi aussi que ce fonds n'ait pas été créé, mais tout de même, on a eu un effort lié à la crise du Covid qui est quand même un vrai changement de paradigme, qui est le fait qu'on a pour la première fois emprunté ensemble 750 milliards pour investir ensemble et investir dans des secteurs clés. J'espère qu'avec l'Allemagne et tous les autres pays, on pourra continuer d'abord à dépenser correctement ce qu'on a emprunté, ensuite à le rembourser. Pas si évident que ça, hein, parce que si on regarde ce qui a été promis par les gouvernements et par la Commission pour gager l'emprunt de 750 milliards, on n'y est pas, hein, notamment avec la taxe carbone qui est beaucoup plus basse que ce qui était promis au départ. Mais on a tout de même des outils pour investir. J'espère que dans l'avenir, on pourra continuer à emprunter ensemble, non pas pour faire du fonctionnement, mais pour investir ensemble. Puis peut-être, on ne reprendra pas la parole, je voudrais juste dire un mot d'un sujet qui m'a toujours préoccupé, qui est celui des conditions de la compétitivité. Un autre grand Italien qui travaille là-dessus, Mario Draghi, j'espère avoir l'occasion de lui dire que pour moi, la cohésion sociale fait partie de la compétitivité. La cohésion sociale est un des outils de la compétitivité. Et donc, j'espère que dans cette dimension humaniste ou humaine du marché unique, qui n'est pas seulement de la technique, du finance, des réglementations, on n'oubliera pas cette dimension-là, et en particulier le social business. On a parlé de 23 millions d'entreprises. Une entreprise sur 4 qui se crée aujourd'hui appartient au secteur de l'économie sociale et solidaire et la production. Et j'espère que, comme j'avais commencé de le faire tout très modestement en 2012, on a continué, on va enfin s'intéresser à Bruxelles à cette dimension-là de l'économie européenne. Merci. D'accord. Merci à tous.